Et bonsoir, on est là dans le cadre du cours de microéconomie. Maintenant, dans la classe précédente, au niveau de la première année, vous avez vu un ensemble d'éléments au niveau de l'économie. On a parlé d'une introduction à l'économie et vous avez vu pas mal de choses au niveau de l'économie. À l'introduction de l'économie, on a parlé de deux grandes branches de l'économie. On a dit que, eh bien, il y a la microéconomie, il y a également la macroéconomie. À ce niveau-là, au niveau de deuxième année, on va continuer avec les notions au niveau de microéconomie. Microéconomie est une branche de l'économie. C'est une branche de l'économie. Et cette branche est accentuée sur quoi? Eh bien, sur les comportements des agents économiques. Sur les comportements des agents économiques. Et qui sont les agents économiques? Et les agents économiques, ce sont ceux qui ont des besoins, c'est-à-dire des besoins à satisfaire. Ce sont des agents économiques. On peut les regrouper de différentes manières, lorsqu'on n'entend pas agent économique. Maintenant, il y a une personne ou bien un individu, c'est un agent économique, puisque cet individu-là a un certain besoin à combler. Dans ce cas, cet agent économique dispose soit pour acheter des biens et services pour satisfaire ses besoins, ou bien soit de vendre des biens et services en vue d'en tirer des revenus. À ce niveau-là, on peut parler, par exemple, une personne physique est un agent économique. À côté de l'agent économique comme personne physique, une institution est un agent économique. Une entreprise est un agent économique. L'État est un agent économique. En d'autres termes, toute forme de structure et d'organisation ayant des besoins pouvant satisfaire sur le marché sont des agents économiques. Mais la microéconomie s'intéresse au comportement des agents économiques. Et pour faire la différence, on peut parler également de macroéconomie, les deux grandes branches de l'économie, le micro et macro, la microéconomique et la macroéconomie. À ce niveau-là, pour la macroéconomique, cette branche de l'économie s'intéresse en fonction des agrégats, de grands agrégats économiques. La macroéconomie s'intéresse aux activités de l'ensemble. Par exemple, on peut parler au niveau de macroéconomie, l'étude sur quoi? Sur l'inflation. L'étude sur le chômage. L'étude sur la production nationale. L'étude sur la croissance. L'étude sur le développement. Eh bien, à ce niveau-là, on parle des grands agrégats économiques. Et quand on parle des grands agrégats économiques, on s'intéresse au niveau de la macroéconomie. Eh bien, pour nous, dans notre tâche, on est en train d'établir la différence entre micro et macroéconomie. Macroéconomique s'intéresse aux grandes activités de l'économie. Et généralement, on parle de l'économie nationale ou bien de l'économie de l'ensemble lorsqu'on parle de la macroéconomie. Macroéconomie s'intéresse à un ensemble d'agrégats, par exemple PIB, production nationale, produit intérieur brut. Macroéconomique s'intéresse à la croissance, macroéconomique s'intéresse au développement, macroéconomique s'intéresse au chômage, macroéconomique s'intéresse au niveau de la monnaie, la monnaie, macroéconomique s'intéresse au niveau du plein emploi, etc. Autant d'agrégats économiques dans l'ensemble. Pourtant, la microéconomie est une branche de l'économie qui étudie les comportements des agents économiques. Et ces agents économiques peuvent se comporter comme des acheteurs ayant des besoins à satisfaire, et les agents économiques peuvent se comporter comme des vendeurs ou bien des producteurs, c'est-à-dire quelque chose à offrir.
à ce niveau-là, pour les agents économiques, il faut qu'il y ait un point commun. Eh bien, ce point commun n'est autre quoi? Eh bien, est le marché. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un marché permettant aux agents économiques de satisfaire leurs besoins de manière respective. Eh bien, le marché est le point commun. Le marché est l'intersection. Soit le marché peut être physique, soit le marché peut être virtuel. Mais il faut qu'il y ait un moyen quand même pour échanger les biens et services pour la satisfaction des agents économiques. Et quand on parle de micro, eh bien, il faut tenir compte de plusieurs aspects. La subdivision des agents économiques au niveau de microéconomie. Eh bien, pour la subdivision des agents économiques au niveau de microéconomie, eh bien, on peut avoir un individu, mais un individu ayant, par exemple, soit quelque chose à offrir, ou bien soit quelque chose de demande à individu. Maintenant, on peut prendre un groupe d'individus. Et ce groupe d'individus peut représenter par un foyer économique. Un foyer économique qu'on appelle ménage. Ménage, c'est-à-dire, parmi les personnes composant une famille, il y a au moins une personne ou deux personnes, eh bien, peuvent avoir un revenu et ce revenu est disponible pour les dépenses. Ce revenu est disponible pour l'épargne. Ce revenu est disponible pour l'investissement. Le revenu est disponible pour la consommation. Dans ce cas, ce groupe d'individus peut être un foyer économique, père, mère, etc. Même s'il y a des consommateurs à l'intérieur de ce ménage-là, ça veut dire que groupe de personnes ou bien foyer économique, papa, maman, petite, eh bien, il y a, c'est ce qu'on entend par, c'est un agent économique. Pourquoi? Et dans une famille, il existe des personnes qui travaillent, c'est-à-dire ces personnes-là ayant un revenu, et avec ce revenu, eh bien, ces personnes-là peuvent établir des dépenses. Eh bien, à ce niveau, on peut parler également comme agent économique. Agent économique, les entreprises. Ah oui, les entreprises sont des agents économiques. Entreprises, agents économiques, pourquoi? Parce que les entreprises ont des besoins, des biens et services pour permettre à ces entreprises d'exploiter ces activités. Eh bien, besoin. Ou bientôt, l'entreprise peut être également un agent économique comme producteur ou fournisseur, c'est-à-dire produire des biens et services au profit d'autres agents économiques, en entreprise. Maintenant, parmi les entreprises, il y a les entreprises à but lucratif, également les entreprises à but non lucratif. Ouais, donc on parle de ces institutions sans but lucratif au service de ménage. Ouais, ce sont des agents économiques également. On a le reste du monde, agent économique, ça veut dire le marché extérieur. Ça veut dire d'autres pays ayant des besoins, des biens et services produisant en Haïti, eh bien, constituent également des agents économiques. L'État en soi est un agent économique parce que eh bien, l'État eh bien, attend recevoir des biens et services pour le bien-être de son administration. Tous ces éléments-là constituent comme des agents économiques. Et la microéconomie s'intéresse vraiment aux activités des agents économiques. Eh bien, pour une tentative de définition de la microéconomie, eh bien, on peut dire que la microéconomie est une branche de l'économie, qui étudie les comportements des agents économiques. Des agents économiques. Ouais? Étudier les comportements des agents économiques. Pas seulement les comportements des agents économiques, ainsi que leur choix
Les choix en matière de quoi? Eh bien, leur choix, ok, en matière de consommation, hein, de consommation. En matière de consommation. En matière de production également. Il y a l'offre et la demande, hein, en matière de production. OK? Selon quoi? Selon les prix et les revenus. Et les revenus. Voilà. Une tentative de définition de la microéconomie. On dit que la microéconomie est une branche de l'économie qui s'intéresse au comportement des agents économiques. Et les comportements des agents économiques, pas seulement les comportements des agents économiques, leur choix en termes de quoi? Eh bien, leur choix en matière de consommation et en matière de production, selon les prix et les revenus. Extrêmement important. Maintenant, qui sont les agents économiques? 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 Eh bien, les agents économiques sont des personnes physiques ou morales pouvant consommer, c'est-à-dire acheter des biens et services, en d'autres termes, pouvant produire et offrir des biens et services. Pour ce agent économique, eh bien, on a deux bagages au carré. Ou capable de consommateur et ou capable de producteur. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait échange quand il s'agit de argent économique. Premièrement, on peut prendre les personnes physiques. Personnes physiques. Personnes physiques. Maintenant, entre parenthèses, personne physique, ça veut dire individu. Individu. OK? Ayant un revenu. Individu ayant un revenu. C'est un argent économique. OK? Deuxièmement, on peut parler également de ménage. Ménage, à ce niveau-là, on parle de foyer économique. Foyer économique, c'est-à-dire son groupe d'individus qui regroupés, soit statut d'organisation, d'assemblement, fait partie du ménage, ou bien sous forme de famille normale, par exemple, père, mère, enfant, eh bien l'ensemble de cette personne et de ces personnes-là, eh bien, pouvant former un foyer économique. En d'autres termes, un agent économique sous le nom de ménage. Maintenant, au niveau de foyer économique, eh bien, pour parler de foyer économique, c'est-à-dire que son foyer économique, maintenant, pouvant faire quoi? Pouvant consommer. Et puis, pour consommer, il faut qu'il y ait revenu. Ouais, dans ce cas, on parle de argent économique. Troisième élément comme argent économique, on peut parler des personnes morales. Les personnes morales, eh bien, ce sont des entreprises. Ouais, entreprises. OK. Maintenant, quatrième argent économique, il y a également des institutions financières. Des institutions financières. Parmi ces institutions financières, on a banque, ouais, on a la compagnie d'assurance, voilà, compagnie d'assurance, il y a banque, il y a compagnie d'assurance, ces institutions financières. On peut parler également des agents économiques, c'est des institutions, ouais, on dit que I, S, B, L, S, M, ça c'est un sigle. Que signifie ce sigle-là?
Institutions sans but lucratif. Ça nous parlerait les ONG ou bien les associations. Institutions sans but lucratif au service des ménages. Eh bien, il y a même tout ces consommateurs, oui. Il y a besoin des agents, ce sont des agents économiques. Eh bien, par définition, on dit, c'est institution sans but lucratif, institution sans but lucratif, institution sans but lucratif au service des ménages. Au service des ménages. C'est-à-dire que c'est une institution, eh bien, qui dispose leur temps, leur capacité, leur économie, eh bien, au profit des ménages ou bien des foyers dans un espace économique. Autant des éléments comme agent économique. Sixième élément, on peut parler de l'État. Ouais, l'État. Parce que, eh bien, l'État, son consommateur des biens et services qu'il ne peut pas se procurer. Voilà autant d'éléments qu'on parle de l'État comme toute autre forme d'institution dans un espace économique pouvant acheter ou vendre, eh bien, constitue des agents économiques. Voilà, et ce sont des agents économiques et la microéconomie s'intéresse aux activités d'échange. Alors, pour les activités d'échange, c'est-à-dire que les biens et services, eh bien, sont en train d'échanger, eh bien, dans le but pour satisfaction des désirs des consommateurs également, pour procurer des revenus lorsqu'on parle des producteurs ou bien des offreurs ou en d'autres termes, des vendeurs. Et c'est ce qu'on n'entend pas au niveau micro. Il faut faire la démarcation entre micro et macro. La macro s'intéresse au gros agrégats de l'économie. C'est-à-dire, on parle de l'inflation, qui c'est la hausse des prix généralisés, ou bien la perception de valeur des biens par rapport à la monnaie. C'est encore pour l'inflation. On peut parler, par exemple, le chômage. On peut parler également de la croissance. On peut parler également du développement. Eh bien, ce sont des grands agrégats. On peut parler de PIB, produit intérieur brut. On peut PNB, produit national brut, autant d'éléments que possible. Dans ce cas-là, on est au niveau de macroéconomie. Ça fait, on parle de macroéconomie, c'est l'économie nationale. Et pourtant, la microéconomie est l'économie des agents économiques, des représentants, des éléments à l'intérieur de l'espace économique. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que quand il s'agit de la microéconomie, il faut étudier d'abord les comportements des agents économiques. Ouais, les agents économiques, qui sont les comportements, leurs choix, et puis selon les prix pour établir l'équilibre du marché, offre égale à demande, et puis également selon les revenus, parce que au niveau de consommation, ou tu dois les consommer au produit, mais pourtant, on a une capacité pour procurer par rapport avec le prix qui est offert sous marché. Voilà. Ça, c'est une tentative de définition de ce qui a trait à la microéconomie. OK? Maintenant, quand il s'agit de microéconomie, on voit le comportement des agents économiques. Il faut énumérer et étudier plusieurs aspects au niveau là. Maintenant, à côté des agents économiques, eh bien, dans ce coup-là, on va voir les éléments de base au niveau de la consommation, comme premier point à aborder au niveau du chapitre. Le comportement des consommateurs, si on va étudier c'est ce qu'on entend par la consommation. Dans un deuxième lieu, il faut établir l'ensemble des éléments au niveau de quoi? De la production également. Ce qu'offrent les agents économiques en termes de production sur le marché. Et troisième élément, les différents types de marchés qu'on devrait savoir au niveau de microéconomie. C'est extrêmement important. Ça constitue des éléments de base. Parce que, arrivé en 4e année, vous allez peut-être approfondir le cours de microéconomie par un cours qu'on appelle analyse microéconomique. Et à ce niveau-là, on va référer aux éléments déjà vus en 2e année par rapport
au niveau de microéconomie, par exemple le comportement des consommateurs et comment les producteurs réagissent et produisent pour répondre aux attentes des consommateurs, et puis quels sont les différents types de marchés et pouvant permettre que la rencontre de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que interaction entre consommateurs et producteurs, il faut qu'il y ait un marché. Ce sont les trois piliers de base au niveau de microéconomie qu'on devrait bien établir, bien saisir à partir de la deuxième année. Bien, nous allons nous poursuivre notre discussion et pour pouvoir déterminer l'ensemble des éléments clés au niveau de la microéconomie. C'est extrêmement important. Et puis, on va élaborer pour vous d'autres aspects ayant lien avec la microéconomie. Pour ainsi dire, on va commencer avec le premier point qu'on appelle la consommation, ou bien en d'autres termes, le comportement des consommateurs. C'est extrêmement important d'examiner ce qu'on entend par le comportement des consommateurs. Voilà. Maintenant, il faut stopper la vidéo pour pouvoir prendre certaines notes. Maintenant, il y a un document, dans lequel, vous allez voir normalement un ensemble de données et au niveau de la prestation de ce cours. Ouais, c'est extrêmement important. Maintenant, on va continuer avec la notion qu'on appelle la consommation, ou bien en d'autres termes, on veut parler du comportement des consommateurs comme premier point à aborder après l'introduction de ce cours qu'on appelle la microéconomie. C'est extrêmement important. Ouais, il nous faut bien examiner et certaines choses pouvant nous permettre de réussir l'éclat de l'ensemble des aspects. Oui, on poursuit avec la notion de consommation, par exemple. On dit que c'est un chapitre en entier qu'on appelle la consommation. La consommation. Maintenant, quand on parle de consommation, on voit le mot consommateur. Consommateur. D'une façon simple, tout argent économique est un consommateur. Ah, note. Tout argent économique est un consommateur. Est un consommateur. Car chaque argent ne peut pas produire tout dont il a besoin. Voilà. C'est la raison pour laquelle tout argent économique est un consommateur. Raison 1, même si tu as producteur, mais producteur en soi, pas qu'à produire tout ça qu'il a besoin. S'il n'a pas qu'à produire tout ça qu'il a besoin, ça le fait. Il faut l'acheter. Et il va l'acheter dans l'autre producteur, dès ça, il a un comportement consommateur. Ça veut dire que d'une façon simple, on cherche à définir ce que l'on entend par consommateur. Définition. Le consommateur est un agent économique qui se caractérise par quoi? Par l'acquisition. Se caractérise par l'acquisition. Qui se caractérise par l'acquisition de quoi? Des biens et services
en vue de satisfaire ses besoins. Suivant quoi? Suivant un revenu. Ah oui, parce que c'est un échange de revenus. C'est-à-dire, pour que le consommateur consomme, eh bien, normalement, il faut qu'il y ait un revenu lui permettant de faire quoi? De procurer dont il a besoin. Et ça fait que, on dit que tout agent économique est un consommateur, car chaque agent ne peut pas procurer à lui seul ce dont il a besoin. Ou bien tout dont il a besoin, ou bien ce dont il a besoin. Ouais, tout dont il a besoin, ou ce dont il a besoin. C'est-à-dire que, même si vous êtes gros producteur, vous ne pouvez pas produire tout ça, on peut par exemple. Vous êtes producteur de riz, l'Artibonite. Eh bien, producteur de riz, vous doit faire toute qualité de riz que Artibonite a fait, ou son producteur, mais en soi, on ne va pas être dans le magasin au besoin. Engrais, et pas vous faire, vous obligé à l'acheter. Les outillages permettant de travailler la terre, faut vous acheter. Malgré son producteur, donc son producteur à la fois consommateur. Ça veut dire tout agent économique est un consommateur. Parce que il y a des bagages qu'on a besoin, eh bien, ou pas qu'à procurer tout lui, et c'est acheter pour acheter. Eh bien, pour caractériser un consommateur, eh bien, c'est un agent économique qui se caractérise par quoi? C'est par l'acquisition des biens et services en vue de satisfaire ses besoins. Mais, suivant les revenus, parce que pas bon besoin pour grand ici. Et c'est ça, on a parlé de consommateur. Maintenant, dans le travail de consommateur, on nous présente un individu qui consomme. Dans mon consommation, qui ça nous est? Nous essayons destruction des biens et services pour satisfaire des besoins. Par exemple, j'achète un pain. Mais m'acheter pain pour faire qui ça? Pour me détruire. Et ça, que les consommer. Mais m'a détruire pour ça, pour me consommer, pour me faire qui ça? Pour me bailler comme énergie, pour me fonctionner parce que faut me vivre de pain. Et c'est ça que fait tout bien et services, ils sont là pour exploiter, ils sont là pour utiliser, ils sont là pour consommer. Eh bien, c'est ça que parler là, on a parlé de consommateur. Là, nous arrivons bien là, dans l'introduction, partie chapitre ça, qui est la consommation. Eh bien, consommateur là, c'est qui ça lié? C'est tout agent économique est un consommateur. Pourquoi? Parce que cet agent économique ne peut pas procurer à lui seul, eh bien, tout ce dont il a besoin. C'est normal. Par exemple, il faut qu'il y ait d'autres producteurs pouvant lui permettre de procurer ce qu'il n'a pas produit. Ça, c'est intéressant. Tout agent économique est un consommateur. Mais qu'est-ce qui caractérise le consommateur? Eh bien, le consommateur est un agent économique qui se caractérise par l'acquisition des biens et services en vue de satisfaire ses besoins. En contrepartie d'un revenu. Ouais. En contrepartie d'un revenu. Ou bien suivant un revenu. En contrepartie d'un revenu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un revenu. Par exemple, un individu qui travaille. Eh bien, cet emploi permet à l'individu de procurer dont il a besoin. Eh bien, dans ce cas, il est un salarié. Ok, cet individu-là a une certaine rémunération. C'est intéressant, hein? A une certaine rémunération. Ok? Eh bien, à ce stade-là, eh bien, on peut parler de consommateur. Maintenant, au niveau de consommateur, on peut distinguer les différents types de consommateurs. Ah oui, il y a le consommateur réel, il y a le consommateur potentiel, il y a le consommateur dépendant, ouais, il y a le consommateur dépendant, il y a également le consommateur intermédiaire. Maintenant, les différents types de consommateurs. 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 D'abord, on peut parler également consommateur
Consommateur réel. Eh bien, consommateur réel, c'est moun réellement qui ont besoin à satisfaire et puis les consommer. Par exemple, besoin de manger. Mais si mon grand goût, nous avons besoin de manger, eh bien, nous sommes consommateurs réels. Eh bien, avec revenu, moi, dans propre poche, moi, je râler l'argent m'acheter. Et l'aime râler l'argent m'acheter, nous sommes consommateurs réels. Eh bien, consommateurs réels, nous parlons de qui ça? De revenus réels. Et puis, besoins personnels. Ouais, besoins personnels. C'est ça, nous, les consommateurs réels. Ok. C'est ça qu'on en prend, par exemple. Son institution, ou l'école. Eh bien, normalement, au besoin de créer. Eh bien, ou son consommateur réel de créa. Parce qu'en tant qu'institution, ou besoin de créer pour permettre professionnel au travail. Ou son consommateur réel. Soit bien besoin réellement. Chaque fois son consommateur réel, c'est parce que non seulement ou a besoin de créer pour satisfaire besoin, mais on a capacité pour acheter créa. Ou bien ça crée en rémunération. Ouais, donc un revenu réel, et puis, ou, maintenant, ou gagner un besoin personnel à satisfaire. Là, nous parlons de consommateur réel. Maintenant, à côté de là, deuxièmement, on a ce qu'on entend par consommateur potentiel. Consommateur potentiel. Eh bien, un consommateur potentiel, c'est un consommateur qui a un défaut, il a un défaut. Défaut, il y a un élément ça, il va pas satisfait. Premier bagage, il va pas satisfait, c'est revenu réel, il va gagner. Ok? Quand il y a l'apton, c'est lorsque il y a un revenu, la cache, il a acheter. Et comme tu as dit, c'est un monde qui a un goût. Il a un besoin réel. C'est besoin de manger. Mais, il a l'argent pour le procurer manger. Dans le cas ça, ils sont consommateurs potentiels. Ont une certaine potentialité pour consommer produit ça. Si on monde fait le faveur, il fait le cadeau un petit cop, eh bien, il va l'acheter manger directement. Tout de suite, il y a un comme là, il y a un manquement. Eh bien, il y a un consommateur potentiel, maintenant, eh bien, il y a un manquement. Ça veut dire bon bagage qui fait que li pas qu'à acheter pour le moment. Là, ils sont consommateurs potentiels. C'est même genre, par exemple, il y a un petit monde là depuis tout petit, il y a une machine qu'il aime, il y a une marque véhicule qu'il aime, qu'il apprécie. Une marque véhicule, il apprécie. Mais dans marque véhicule ça il est déjà un consommateur potentiel. Ça le manque là seulement. Mais il va avoir l'âge pour l'acheter, il va avoir moyen pour l'acheter, et même s'il a dit parents acheter pour lui, et mes parents pour gagner pour juger bon, et bien pour le permettre de procurer des tel matériel. Voilà. Et bien dans ce cas, eh bien c'est un consommateur potentiel. Ouais, ils sont consommateurs potentiels. Ouais, un consommateur potentiel. Voilà, ils sont consommateurs potentiels. Ils ont un manquement qui fait que réellement il va consommer. Ils sont consommateurs potentiels. Troisième situation, on peut parler par exemple d'un consommateur dépendant. Ah, un consommateur dépendant. Un consommateur dépendant. Eh bien, un consommateur dépendant, c'est qui est? C'est un monde qui va avoir un revenu, mais il a un pouvoir pour faire un revenu. Il va travailler. Par exemple, un enfant. Par exemple, un enfant qui demande à son père, eh bien, d'acheter un ballon. Mais en soi, ballon, pas besoin réel, papa. Ballon, pas besoin réel, papa. Mais, papa a acheté. Pas pour besoin personnel, mais c'est pour besoin petit, qui sont consommateurs dépendants. Un consommateur dépendant, ça fait le dépendant, c'est parce que c'est papa qui doit procurer tout ça qu'il a besoin. Mais si c'est papa qui doit procurer tout ça qu'il a besoin, donc lui-même, ils sont consommateurs, mais ils sont consommateurs dépendants. Mais dépendant de qui ça? De revenus papa. Ouais? Ils sont consommateurs dépendants. Il y a un consommateur dépendant, bon, par exemple, eh bien, il y a un maman qui a acheté une boîte lettre pour bébé.
Maman pas acheter boîte lettre là pour besoin personnel li. Mais l'acheter boîte lettre là parce que lui-même qui responsabilité ti moun nan. Mais ti moun nan en soi, il c'est un consommateur dépendant. Un consommateur dépendant qui a influencé maman ou bien papa pour acheter bien qu'il a besoin. Ça fait le dépendant parce qu'il dépend de revenus et volonté papa pour acheter bien ça pour lui. Ah ben, consommateur, et ça fait par exemple, ouais, au niveau de marketing, entreprise on a offert des produits, ils ont toujours servi avec femmes et enfants. Ça fait ça. Eh bien, femmes et enfants, ils font pression psychologique lorsqu'ils ont besoin de la. Alors, même les garçons, pas acheter, eh bien, normalement, eh bien, ils deviennent un consommateur dépendant. Eh bien, dans ce cas, consommateur dépend, ni un besoin réel, mais dépendant de notre revenu. Eh bien, besoin réel, dépendant de notre revenu. Dépendant, ok, de notre revenu. Pour y a revenu ça en soi, eh bien, c'est pas pour lui. C'est pas lui qui a procuré. Ouais. Dépend de notre revenu. Ouais, c'est extrêmement important. Au quatrième type de consommateur, on parle de consommateur intermédiaire. Consommateur intermédiaire. Au consommateur intermédiaire, eh bien, généralement, c'est des biens et services comme matière première. Biens et services comme matière première. Comme matière première. OK? Prenons l'exemple, un consommateur intermédiaire. C'est entreprise qui achète clous, vernis, bois pour faire un meuble. En soi, entreprise a, il n'a pas besoin de clous pour affaires personnelles. Il n'a pas besoin de bois pour affaires personnelles. Il n'a pas besoin de vernis pour affaires personnelles. Il seulement acheter pour faire combinaison, pour faire un produit fini qui c'est meuble là. Eh bien, tout ça l'acheter pour le transformer en d'autres biens et services, là, ils sont consommateurs intermédiaires. Ça fait son consommateur intermédiaire. Il n'est pas consommateur final. Eh bien, c'est un consommateur intermédiaire parce qu'il n'a pas acheté pour le consommer pour répondre à besoin, mais l'acheter pour représenter par des matières premières en vue de produire d'autres produits qu'on appelle produits finis. Et c'est ça nous relève le consommateur intermédiaire. L'entreprise achète pas pour faire une consommation immédiate pour satisfaire ses besoins personnels, mais l'entreprise achète pour faire mélange des éléments en vue de produire un produit fini, et ce produit fini va au marché pour le consommateur final. Une fois le consommateur final l'a acheté, eh bien, dans l'esprit par le consommateur final là, l'achète un meuble. Mais pendant l'acheter meuble là, il tout acheté bois. Indirectement. Il tout acheté clou. Il tout acheté vernis. Eh bien, tout ça participe dans la combinaison produit et bien pour réaliser le produit final là, les entreprises d'achat, ils achètent en tant que consommateur intermédiaire. C'est passé le passé dans même, mais vraiment pour consommateur final là, c'est mon qui va le servir avec meuble là. Entreprises, généralement, ils utilisent des consommations intermédiaires. Bon, ça tourne des consommations finales, il fait tout pour entreprise là, et s'il a besoin de satisfaction personnelle. Là, nous faisons différence pour, c'est vraiment important. Parce que nous avons une notion de préférence au niveau des consommateurs, qui sont l'autre partie qui est vraiment intéressant. Lorsqu'on parle de préférence des consommateurs, lorsqu'on parle de degré d'utilité, ou bien degré de satisfaction des consommateurs, mais élément ça vraiment important, suivant le type de consommateur qu'on a en face soi. OK? Les différents types de consommateurs, on a parlé de consommateurs réels. Ouais, consommateur réel, ça veut dire, on n'a pas besoin, mais il y a moyen pour le procurer besoin. Là, il est réel, son consommateur réel. OK?
Nous également, on parle de consommateurs potentiels. Son moun qui a besoin, mais il y a un manquement. Bon bagay qui empêche le pas satisfaire besoin. OK? Peut-être manque d'argent, question d'âge, etc. Voilà. C'est autant d'éléments. Par exemple, parent si mon doit acheter une voiture pour lui. Si mon doit remettre voiture là. Mais pourtant, il veut gagner l'âge pour l'autoriser pour le conduire voiture. Il y a un manquement. Les ça, ils sont consommateurs potentiels. On a également un consommateur dépendant. Un consommateur dépendant, c'est au monde qui sont consommateurs réels, mais qui va avoir un revenu, qui dépendent de l'autre revenu. Ouais? Par exemple, un enfant a besoin de jouer au ballon. Eh bien, il demande à son père d'en acheter. Voilà. À ce niveau-là, c'est un consommateur dépendant. Ce consommateur dépend, du revenu de son père, de la volonté de son père d'acheter ce ballon à son profit. Voilà autant d'éléments qu'on devrait bien maîtriser au niveau de ce chapitre-là qu'on appelle consommation. Par exemple, on a également la consommation intermédiaire. On parle de consommation intermédiaire. Eh c'est l'acquisition des biens et services sous forme de quoi? De matières premières en vue de transformer en d'autres produits. Ça veut dire que, je prends l'exemple, une entreprise produit des meubles. Mais à qui ça fait meubles? Bois, clous, vernis, les verres ou bien vides, etc. Mais l'entreprise va l'acheter ça. Il va acheter pour lui. L'acheter pour le monde qui va le servir avec meubles là. Son consommation intermédiaire. Il utilise ces éléments-là. L'entreprise utilise ces éléments-là comme des matières premières pour la transformation en produit fini. À ce niveau-là, on parle de quoi? Eh bien, on parle de consommation ou bien de consommateur intermédiaire. Voilà. On a tenté de définir ce qu'on entend par la consommation dans ce chapitre. À un niveau, nous voyons consommateur. Consommateur, c'est qui s'allie. C'est la destruction de biens pour satisfaire des besoins. OK? C'est l'exploitation de biens ou services pour satisfaire des besoins. Par exemple, consommer, bien consommation, eh bien, on va détruire biens et services là pour jouer dans l'autre résultat. Par exemple, en mangeant des pains, on détruit le pain, eh bien, dans le but de satisfaire afin de donner de l'énergie à votre corps. C'est extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout agent économique est un consommateur. Pourquoi tout agent économique est un consommateur? Parce que l'argent économique en soi ne peut pas procurer à lui seul tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire, la bien, on l'autre monde qui a produit, on l'autre bien et service. Et bien et service, ça, la balile, lui-même, c'est acheter la vache. La vache, il a un comportement. Parce que comportement acheteur va venir avec comportement vendeur. Il va derrière pour faire la satisfaction totale. D'une façon simple, on a tenté de définir ce qu'on entend par le consommateur. Le consommateur est un agent économique qui se caractérise par quoi? Par l'acquisition des biens et services dont il a besoin. Ouais, l'acquisition des biens et services dont il a besoin. Maintenant, en vue de satisfaire ses besoins suivant un revenu ou bien en contrepartie d'un revenu. Ça veut dire, là, acheter la baille en revenu. Ça veut dire, tout consommateur doit avoir un revenu. Faut une source de revenus. Et ça va nous permettre que nous fassions les différents types de consommateurs que nous gagnons. Dans différents types de ce consommateur, on parle également de consommateurs réels. Moi, j'ai besoin, j'ai capacité économique pour me satisfaire besoin de ça. Là, nous sommes consommateurs réels. Et nous, j'ai sacré un consommateur potentiel. Moi, j'ai besoin, mais j'ai un manquement qui fait pas qu'à satisfaire tel point de besoin. Peut-être question l'âge, question économie, ou bien question handicap, etc. Autant d'éléments que possible et capable de bien un manquement quand même. Maintenant, nous y a un sacré consommateur dépendant. Eh bien, un consommateur dépendant, il dépend de l'autre revenu. Il a besoin réellement, mais il faut que c'est revenu dans l'autre monde qui vous permet de consommer produit. Par exemple, un bébé a besoin du lait, mais bébé a en soi son consommateur réel. Mais consommateur réel, ça, il n'a pas de capacité lui-même pour l'acheter le lait là pour le consommer, et il n'a pas de moyens ou il n'est pas capable pour l'acheter. Mais ça, il dépend des parents. Désir des enfants constitués pour
comme consommateur. Ça veut dire que l'homme au ménage, qui sont foyers économiques, liés maman, liés papa, liés petite, eh bien, un panier de biens qu'il a besoin. Eh bien, dans panier de biens, il y a besoin réel pour papa, parce qu'il y a économie, il y a revenu, et puis il y a des besoins réels qu'il a besoin. Mais, madame, non, si le pape travaille, il va avoir un revenu, il va gagner un consommateur comme dépendant. Si vous ne revenez pas travail, il dépend des parents, eh bien, automatiquement, vous-même, c'est consommateur dépendant. Quand il y a un panier de biens, ça, que ménage la pral consommer, eh bien, il y a des consommateurs réels là-dedans, il y a des consommateurs dépendants là-dedans. Voilà autant d'éléments que nous avons besoin de bien saisir entre les différents éléments. Et puis, on parle également de consommateurs intermédiaires, c'est le cadre d'entreprise qui achètent des biens et services, et bien, qui mélangent, qui produit, qui arrange, et puis qui vendent même bien ça, et bien, sous forme d'autres biens. Dans ce cas, tout ça est acheté, servi comme ça, comme consommateur intermédiaire. Voilà autant d'éléments que nous parlons aussi en fonction de quoi? Eh bien, en fonction de consommateur. C'est extrêmement important. Maintenant, il faut noter ces éléments. Ces éléments sont vraiment importants. Maintenant, nous allons aborder peut-être d'autres points. D'autres points en ce qui a trait au niveau de consommateur. On va parler de la préférence. OK? On va parler de la préférence. La préférence. OK? On va parler de préférence. OK, maintenant, on va voir les différentes notions. OK? Les différentes notions applicables au comportement des consommateurs. OK? D'abord, dans le feuillet, nous devons utiliser les différentes notions qu'on devrait avoir. Premièrement, on va parler de notion de préférence. Deuxièmement, on parle de notion de rationalité. Troisièmement, on parle de notion d'utilité. Quatrième, on parle de notion de courbe et de cadre d'indifférence. Cinquième, la notion de taux de marginalisation. Et en sixième lieu, eh bien, vous aurez le taux, normalement, la notion de contrainte budgétaire. La notion de contrainte budgétaire. Dans ce chapitre, on doit aborder 6 notions clés. On va commencer avec la première notion. La notion de préférence. Dans le fait, la notion de préférence. Bon, normalement, dans un panier de consommation, eh bien, le consommateur a le droit d'avoir une certaine préférence de certains articles composant ce panier de biens. Et c'est à ce titre-là qu'on parle de quoi? De notion de préférence. Dans la notion de préférence, il y a 3 catégories. Premièrement, on parle de la relation stricte. C'est dans le fait, ok? La relation stricte. Relation stricte de préférence. On parle de relation stricte de préférence. Exemple. Il y a 2 paniers de biens. Le panier de biens A et le panier de biens B. Avec ce symbole-là, ici, voilà, on note, voilà. Qu'est-ce qu'on dit là? Avec ce symbole, on veut dire que, eh bien, le consommateur préfère le panier de biens A par rapport au panier de biens B. Ça, c'est la relation stricte de préférence dans ce cas
le consommateur va procurer plus d'utilité ou bien plus de satisfaction en consommant le panier de bien A par rapport au bien B, ou bien panier de bien B. Deuxième élément, on parle également de relation d'indifférence. La relation d'indifférence. La relation d'indifférence. Dans la relation d'indifférence, on a indifférence. Eh bien, c'est le panier de bien A, également le panier de bien B. Eh bien, le symbole, c'est ça. Voilà. Eh bien, à ce symbole-là, on dit la relation d'indifférence. Que signifie relation d'indifférence? C'est-à-dire, panier de bien A et panier de bien B sont différents. Cependant, la consommation de panier de bien A procure la même satisfaction de consommation de bien B. C'est-à-dire qu'on a le choix, soit de choisir A, soit de choisir B. On ne sait pas encore, parce que ni B ni A, eh bien, à chacun produit même degré de satisfaction. Comment on peut expliquer ça? C'est comme si que j'ai faim. C'est-à-dire qu'on a besoin de la nourriture. OK? On a besoin de la nourriture. Eh bien, quoi qu'on mange en A, quoi qu'on mange en B, eh bien, cela produit même degré de satisfaction. Dans ce cas, on a dans la relation d'indifférence. C'est l'opposé de la relation stricte. La relation stricte, on fait choix au détriment d'un panier, au détriment de notre panier. Mais pourtant, la relation d'indifférence, soit le panier A, soit le panier B, quel que soit le panier, eh bien, le consommateur va bénéficier même degré d'utilité, même degré de satisfaction. Et sur cette même lancée, on a ce qu'on appelle la relation d'abord préféré et autre indifférent. Indifférent. À ce niveau-là, on a A, B ou B, A. OK? Voilà les deux aspects. Notion de préférence. On a la notion de préférence, trois situations. Il existe la relation stricte, c'est-à-dire on préfère un panier par rapport à l'autre panier de biens. Et la relation d'indifférence, c'est-à-dire on est dans l'embarras du choix. Mais pourtant, à chaque panier, le consommateur va procurer même degré de satisfaction ou bien d'utilité. Et troisième situation, la relation préférée ou indifférent. Ça se présente comme quoi? A, le panier de biens A, ayant une certaine supériorité, légèrement une certaine supériorité ou bien préférence qui est B. Ou bien B, ayant légèrement une certaine préférence par rapport à A. C'est la même façon, par exemple, peut-être qu'à poser nos questions. Dans la troisième situation, on a dit que entre l'amour et l'argent, qui sont préférés? Bon, qu'on y a toujours dans l'embarras du choix. Ou t'as voulu dire l'amour, mais dans l'esprit que si il y a l'amour, pas l'argent, est-ce que c'est pas pour manquer bagaille? Ou t'as voulu dire l'argent, ou dit bon, si il y a l'argent, pas l'amour, est-ce que ça veut dire quelque chose? Là, on vit nos situations, nos relations préférées et indifférentes. Mais, entre deux, même si on ne va pas laguer une ou pas laguer l'autre, mais il y a une là-dedans qui a légèrement préférence pour vous. C'est vrai, on a tous les deux.
OK, mais légèrement. Eh bien, si A t'a représenté l'amour et B t'a représenté l'argent, si me fait symbole ça comme ça, c'est comme si me dit supérieur ou égal à B, me dit A légèrement une préférence pour lui, mais pour autant me pas laguer tous les deux ni A ni B parce que une c'est complément l'autre. Là, consommateur l'a trouvé dans relation préféré et indifférent. Voilà. Ça, c'est pour la notion de préférence. Trois situations probables. On est capable de faire un choix catégoriquement, côté que nous avons une relation stricte, côté que nous dit A, nous préférons A, B. Symbole là, c'est ça, hein. Voilà. OK, c'est légèrement supérieur. C'est ça. Et puis, si relation d'indifférence a existé, que bon A, que bon B signifie même bagaille, symbole là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et si dans le cas où, dans l'embarras du choix, m'avez tous les deux en même temps, mais gagnons là-dedans légèrement, mais gagnons apparence pour lui. Eh bien, ça m'y légèrement apparence pour lui, eh bien, il est représenté par deux. Il y a la foi, une légèrement supériorité, mais pas qu'à la guilde. Mais ça, symbole là, c'est ça. Voilà, trois symboles utilisés pour la notion de préférence au niveau des consommateurs. Ça, c'est pour la notion de préférence. On va continuer avec d'autres aspects. Maintenant, la deuxième notion, c'est la notion de rationalité. Deuxièmement, on va parler de la notion de rationalité. Notion de rationalité. La notion de rationalité. Pour la notion de rationalité, eh bien, maintenant, il y a, c'est ce qu'on entend par l'axiome totalité, de totalité. L'axiome de totalité, le consommateur doit en mesure de faire quoi? De comparer les paniers de biens de consommation. Petit a, on parle de l'axiome de totalité. Totalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est comparaison des biens, comparaison des paniers, comparaison de deux paniers, comparaison de deux paniers A et B. Maintenant, si on a la comparaison de deux paniers, qu'est-ce que cela veut dire? On se trouve dans l'embarras du choix. Et à chaque panier, il y a une légèrement différence d'avantage, de degré d'utilité par rapport à l'autre. Alors, c'est comme si vous aviez deux paniers. Et à travers ces deux paniers qu'il est question là, eh bien, chaque, eh bien, il y a un avantage. On prend par exemple, A, légèrement supérieur à B, une différence, et bon côté B, légèrement, il y a une différence par rapport avec A. Eh bien, à ce niveau-là, il est question de quoi? Il est question de l'axiome de totalité. Si je prends A, je vais une légère différence par rapport avec B, qui fait que je prends, et je ne pas aimer la B, et si je prends B tout, je vais dire une différence. Peut-être chaque ça, l'autre l'a procuré, eh bien, il est capable différent pour lui, lui-même pour le capable, eh bien, récupérer par rapport avec d'autres éléments. Voilà. Là, nous parlons de l'axiome de totalité. C'est encore dans le feuillet, il faut suivre avec le feuillet. Maintenant, en main, pour pouvoir mieux comprendre, il y a des démonstrations dans le feuillet. Maintenant, on est en train d'expliquer maintenant. OK, ça, c'est au niveau de l'axiome de totalité. Il y a également l'axiome de réflexibilité. B, l'axiome de réflexibilité. L'axiome de réflexibilité. Dans l'axiome de réflexibilité, c'est-à-dire c'est même produit, c'est-à-dire même panier qui c'est A, et puis c'est même panier qui c'est A également. Réflexibilité, avec sous lui-même. Ça veut dire que même choix d'un seul panier, il crée des difficultés. Nous avons des raisons valables pour choisir. Voilà. Et puis, comme ça, tout le monde a senti dans l'embarras du fait que je choisis.
Ou bien là, ou joindre consommateur, pas d'autre choix sur cet élément. Et puis, c'est sur cet élément, l'obligé à chercher sur seul élément de panier qui degré de satisfaction parce qu'il va gagner l'autre panier pour faire comparaison. Là, ou trouver dans une situation, comment je satisfait besoin, m'a servi avec. Ça, c'est dans le cas une entreprise qui offre un produit, mais c'est celle l'entreprise qui offre le produit. Qu'on a qui sont fait, ou obligé à consommer parce qu'on a besoin de satisfaction dans le produit. Et du fait que vous consommez parce qu'on a besoin de satisfaction, ou pas à la gueule, parce que c'est lui-même celle ou joindre, mais ou venez gagner une certaine préférence, ou obligé à adapter avec elle, apprécier elle, parce qu'on n'a pas l'autre choix. Ça, c'est l'axiome de réflexibilité, c'est-à-dire que c'est même produit ou pas gagner d'autre choix. En troisième, c'est l'axiome de transitivité. C'est, pour le monde qui fait mathématiques, pas vrai? Eh bien, l'axiome de transitivité. Eh bien, l'axiome de transitivité, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, dans ce cas, on a 3 paniers de biens. A, eh bien, légèrement, nous avons préférence pour lui, par rapport à B. Et de l'autre côté, B, légèrement, nous avons préférence pour lui, par rapport à C. Alors, eh bien, par transitivité, A, eh bien, il légèrement a préférence par rapport à C. Voilà, et les éléments de transitivité. C'est simple. Si, ou même, moi-même, moi, c'est Jean-Mi Jacques. Moi-même, moi, c'est Jean-Mi Jacques. Et Jacques, c'est Jean-Mi Jacob. Eh bien, indirectement, moi, c'est Jean-Mi Jacob. Raison, par l'intermédiaire que moi, j'ai amitié avec Jacques, et Jacques, de son côté, j'ai amitié avec Jacob, eh bien, par transitivité, eh bien, c'est comme si m'était gain amitié de façon indirecte avec Jacob. Mais c'est ça, par être là, pour transitivité, comme A, gon légère préférence par rapport à B, et B, gon légère préférence par rapport avec C, mais du fait A, te gon légère préférence par rapport à B, et B, gon légère préférence par rapport à C, automatiquement, A, il gagne légère préférence à tout par rapport avec C. Ça, c'est la notion de rationalité. On a 3 axiomes. Axiome de totalité, axiome de réflexibilité et axiome de, en dernier lieu, nous parlons de axiome de transitivité. Pour totalité, c'est-à-dire 2 paniers, il faut comparer, parce que nous avons tous les deux, mais nous avons comparé pour nous déterminer les écarts importants sur degré de satisfaction. L'axiome de réflexibilité, il n'y a pas d'autre moyen, son seul panier, mais seul panier ça, je pars à la gueule et m'obliger de préférence pour lui, pour me capable d'adapter à elle. Et puis, c'est l'axiome de transitivité, au moins 3 paniers, et à partir de 3 paniers ça, si premier panier a préféré par rapport à deuxième panier, et deuxième panier a préféré par rapport à troisième panier, par contre, c'est comme si premier panier a préféré par rapport à troisième panier. Ça, nous avons 2 notions là, la notion de préférence et deuxièmement, la notion de rationalité. Maintenant, nous allons prendre soin nous relais la notion d'utilité. Bon, la notion d'utilité, lui-même nous allons plus utiliser, c'est tout mon exercice, la notion d'utilité. La notion d'utilité. La notion d'utilité, eh bien, pour question d'utilité, au moins, il faut gagner 2 biens ou bien 2 paniers de biens. C'est presque libre aller dans le même sens avec préférence, là. Parce que utilité signifie degré de satisfaction. Ouais, degré de satisfaction. Et ça fait degré de satisfaction pour les néoclassiques, les économistes néoclassiques, eh bien, ils considèrent comme une utilité cardinale. C'est-à-dire que l'utilité est mesurable pour les néoclassiques. Mais pour les économistes du temps moderne, eh bien, on dit que, eh bien, l'utilité, eh bien, est ordinale. L'utilité ordinale. C'est-à-dire, on va les arranger par ordre, mais c'est pas quantité qui est important, mais c'est ordre là qui est important. Par ordre, ordinaire. Ça veut dire que, de plus considérer l'utilité comme un moyen psychologique, au lieu de son moyen qui se sur la quantité.
moyen de psychologique ou bien sur la quantité. Voilà. Et là, nous parlons de la notion d'utilité. Je vais prendre un exemple. C'est des hommes dans le feu. OK? Par exemple, un voyageur dans le désert a soif. OK? Nous, un voyageur qui est dans le désert là, mais qui soif. Oui, soif. Eh bien, premier verre de l'eau à l'Obralbali, il y a plus utilité que deuxième verre de l'eau. Ça fait ça, parce qu'à partir de premier verre de l'eau à le consommer, besoin commence à diminuer. Il prend deuxième verre d'eau, besoin diminuer. Il prend troisième verre d'eau, besoin diminuer. Au quatrième verre d'eau, au cinquième verre d'eau, jusqu'à ce que le besoin pas exister encore. Mais quand il y a tout verre d'eau, ça la prend cinquième, sixième, septième, jusqu'à 9 verres d'eau, il va gagner même degré de satisfaction par rapport avec le premier verre d'eau qu'il déboire. Et ça fait que la question d'utilité, eh bien, est ordinale que cardinale. Cardinale, c'est la quantité. On a dit que pour me passer soif là, comme on a dit ça, j'ai besoin de 10 verres d'eau. Non, c'est pas objectif là, ça. Soif là a passé à partir de ordre dans lequel il baille de l'eau. Et bien, premier verre d'eau a plus d'utilité, deuxième a plus d'utilité, ni que troisième, ni quatrième, ni cinquième. Ça veut dire que son ordre décroissant, plus moins joindre à satisfaire des besoins. Alors, c'est pas quantité de l'eau qui est plus important. C'est pas quantité que moi. Mais plus devant, on va dire que si verre d'eau ça me joint, verre d'eau ça me joint. Ils sont verre d'eau qui est minime. Il dit, par contre, grande quantité là-dedans. Mais ça, utilité à papchita sur quantité, sur premier verre d'eau. Qu'on y a l'utilité à papchita sur quantité d'eau que m'a boire. Eh bien, là, ça, premier verre là, m'a toujours envie de l'eau. Deuxième verre là, toujours envie de l'eau. Troisième verre là, toujours envie de l'eau. Ça fait ça, quantité qui n'a verre là, pas assez pour combler besoin de soif que j'ai. Et ça fait que, là, faut que nous fassions une intersection entre ces deux approches. Une approche d'utilité cardinale, une approche d'utilité ordinale. C'est vrai, utilité a diminué autant que ma boue, même si verre d'eau très petit, eh bien, la quantité d'eau que ma boue à chaque verre, jusqu'à ce que ma boue, m'a privé un moment pour que besoin à combler, laisse sa utilité à faible. OK? Maintenant, avec la notion d'utilité, on doit faire la comparaison entre deux biens. Eh bien, on a deux biens, ou bien deux paniers de biens. Eh bien, deux biens. Soit moi le bien ça X1, moi l'autre bien X2. Eh bien, parmi deux biens ça yo, si X1, nous posons, si X1 est supérieur vraiment à X2, qu'est-ce que cela veut dire? Utilité de X1 la supérieure à utilité de X2. Parce que dans la perception psychologiquement, nous pouvons jouer une satisfaction dans qui ça, dans X1 par rapport avec X2. Exemple. J'ai soif. Nous devons boire de l'eau. Nous devons boire jus. X1, c'est de l'eau. X2, c'est jus. Mais, dans le degré que nous soif là, c'est pas jus qui est important pour moi. C'est de l'eau qui est important pour moi. Mais dans ce cas, X1, il gagne plus d'importance par rapport avec X2. C'est-à-dire, utilité X1 est supérieure à utilité X2. Inverse là possible. J'ai soif. Mais c'est jume d'abré. Son petit jume en vie, ça veut dire qui ça? Degré d'utilité X2 qui c'est jus, est supérieur à degré d'utilité X1 qui c'est de l'eau. Si je veux boire jus, ou boire de l'eau, je me dis, ah, mon, ça est de l'eau.
et jume les bois. Ça veut dire degré de satisfaction d'utilité, c'est jus. Voilà. Ça dépend de perception de consommateur en soi. Maintenant, on parle d'utilité cardinale, mesurable, utilité cardinale. C'est lorsque l'utilité est mesurable. On parle d'utilité ordinale. Eh bien, dans ordinal, nous avons ordre. Mesurable, c'est la quantité de satisfaction. Ordinal, c'est ordre de satisfaction. Ouais, ordre de satisfaction. Prenons un exemple. On prend l'exemple d'utilité. J'ai faim. Et puis, au bon, mon bol manger. Et puis, bol manger, au bon moyen. De me garder dans l'assiette, la petite casse ça moyen. Nous disons, ouais. Votre pas plein. Eh bien, dans le cas ça, l'utilité me reposer sur la quantité. Sur la quantité. Ouais, ça? L'utilité à reposer là, sur la quantité. Dans ce cas, on parle de l'utilité cardinale. Parce qu'il me mesure en fonction de quantité. Pourtant, par exemple, j'ai fait, et puis on va manger. Et puis on va manger, regardez, moi j'ai viande, moi j'ai vive, moi j'ai du riz. Et puis, on me dit, bon, on va manger, moi j'ai un goût. Ben, ça qui intéresse moi avant de manger, c'est viande. Je vais manger viande. Là, nous avons une utilité qui est sur qui ça, pas sur la quantité. Mais sous ordre des éléments composant le panier. Je dis, je vais manger viande avant. Et puis, je vais manger ceci, je vais manger cela. Vous ne faites pas ordre. Dans ce cas, nous parlons de qui ça, de utilité ordinale. Dans l'utilité ordinale, le choix des consommateurs est préférentiel. Ça veut dire que choix consommateur, la prioritaire. Et ça fait choix, la façon de chercher pour satisfaire des désirs là, est vraiment important au niveau de l'utilité ordinale. C'est la raison pour laquelle, au temps moderne, eh bien, il est plus judiciable de faire quoi? Eh bien, d'utiliser ou bien de mesurer l'utilité des consommateurs, eh bien, à partir de l'utilité ordinale. Maintenant, l'utilité ordinale et l'utilité cardinale, et l'utilité ordinale est plus utilisée au niveau du temps moderne. Voilà. On va poursuivre avec d'autres notions. On va parler de notions de courbe et de cap d'indifférence. Toujours dans le fait. Toujours dans le fait. Toujours dans le feuillet. OK. On est là. La notion de courbe et de cap d'indifférence. La notion de courbe et de cap d'indifférence. OK. Là, nous voulons parler de quatrième élément comme notion. La notion de courbe et de cap d'indifférence. N'oublions pas, quand on parle de cap d'indifférence, c'est-à-dire que le consommateur se trouve dans la difficulté de choisir A, de panier de bien A et panier de bien B. Pourquoi? Parce que le panier de bien A et panier de bien B procurent même degré de satisfaction. C'est-à-dire même degré d'utilité. Même degré d'utilité. Par exemple, si nous prenons deux paniers. Par exemple, moi, je voulais loisir.
Eh bien, l'aime de loisir, c'est soit m'aller sur un terrain de foot pour assister à un match de football, ou bien tout, moi décider pour m'aller dans le cinéma pour regarder un film. Mais c'est deux biens différents. Mais pour moi-même, degré de satisfaction, que je suis dans le stade là pour football là, que je suis dans la salle cinéma, pour moi-même, il a le même degré de satisfaction. Dans le cas ça, nous avons indifférence ou bien notion de courbe de différence. Deux produits différents, mais à partir de deux produits ça ils procurent le même degré de satisfaction. Par exemple, il y a un panier de biens A, il y a un panier de biens B. Ça veut dire soit A ou B. Que le B, que le A, la produit même degré de satisfaction, objectif face et loisir. Depuis nos bagages vous fait rire, depuis nos bagages vous fait plaisir. Ça, c'est le degré de satisfaction. Que c'est match à me regarder, que c'est cinéma me regarder, même avec le même degré de satisfaction parce que nous avons un moment de détente. Voilà. Eh bien, pour couvrir des différences, eh bien, gagner dans le même panier de biens ça, il y a plusieurs éléments capables de servir qui produisent une satisfaction par rapport avec autres. OK? Qui veut dire, on va dire avec le groupe autre. Mais c'est le même degré de satisfaction, hein? Mais il y a des combinaisons de biens, eh bien, qui, différents. Ouais, combinaisons de biens qui différents. Cuba. OK? Maintenant, dans ce cas, on parle de qui ça? De biens substituables. Biens substituables. Ça veut dire, c'est bien qu'à remplacer par un autre bien sans pas changer degré satisfaction. Voilà, et ça nous est bien substituable. Maintenant, dans un repère, on a là. Maintenant, on a degré d'utilité qui c'est U. Pour qui ça? Pour produit A, li égal à degré d'utilité pour produit B. Maintenant, c'est soit A ou bien B. Et bien, vraiment, ça crée un couple de différences. Ici, ça, c'est un élément nouveau. Nous avons ça en couple de différences CO. Qui ça en satisfaction de base. OK? Maintenant, si entre bas A et B, bon, légère différence, comme on a dit, utilité de A, il y a une légère différence de utilité de B, eh bien, à ce niveau-là, ça m'a dit, eh bien, m'a venu gagner une courbe de différence A au-dessus de courbe normale, moi, ça, utilité de A. Mais c'est utilité de A par rapport à B. Si il préférait par rapport avec de soi, c'est-à-dire courbe de différence. Qui c'est élément ici, et bien également moins utilité de B. Maintenant, comment je dois interpréter là, cette graphique-là? CO, c'est courbe de différence à la normale. CA, disons légèrement différence. U, laisse ça me dit utilité de A égale à utilité de B. Ah, mais laisse album CO, pas de préférence. Mais qu'on y a si on a utilité de A légèrement procure certaines satisfactions que utilité de B, eh bien, à ce niveau-là, A serait au-dessus de A, au-dessus de la normale. Et si A est au-dessus de la normale, automatiquement B est au-dessous de la normale. On appelle les biais substituables. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, on va utiliser plus d'éléments de A par rapport avec B pour réaliser le même degré de satisfaction. Dans ce cas, c'est la notion de courbe et de la carte d'indifférence. Même degré de satisfaction, soit une ou bien l'autre, mais l'utilité a toujours été le même bagaille. Voilà. C'est ça, nous sommes notés là pour nous, c'est la notion de courbe et la notion de carte d'indifférence. Pour cette séance, on va voir une dernière notion. Une dernière notion, c'est la notion du taux de marginalisation.
Comme cinquième, la notion du taux de marginalisation. OK? On va voir la notion du taux de marginalisation. La notion du taux de marginalisation, ou bien le taux de substitution de marginalisation, ou bien le taux de marginalisation. OK, la notion du taux de marginalisation. Marginalisation. OK. Bon, cette séance, on va aborder cette dernière partie, la notion. Il y a une dernière notion qu'on appelle, eh bien, la notion de contrainte budgétaire. On laisse cette notion pour la prochaine séance. Maintenant, la notion de taux de marginalisation. Avec le taux de marginalisation, on dit que c'est la préférence d'un bien au détriment de notre bien dans un même panier qui procure une même satisfaction. Ouais, c'est la préférence d'un bien, au détriment d'un autre bien, dans un panier qui procure le même degré de satisfaction. Qui procure le même degré de satisfaction. Qui procure le même degré de satisfaction. OK? Maintenant, c'est la préférence d'un bien au détriment de notre bien, qui pourquoi on parlait de taux de marginalisation de substitution. Le taux de marginalisation de substitution. C'est-à-dire se mettre à la place de une préférence par rapport à deux paniers de biens, eh bien, on préfère. Bon, cette partie-là qu'on va utiliser, assez intéressant, c'est entre deux biens. OK. Si on a deux biens, on a deux biens. OK? Deux biens. OK? On a deux paniers de biens, par exemple. On a deux paniers de biens. OK? Le panier appelle X et l'autre panier appelle Y. Eh bien, lorsqu'on parle de taux de marginalisation, de substitution, TMS, de X par rapport à Y, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quelle quantité de biens Y je dois céder ou bien je dois renoncer pour procurer une quantité de biens X. Voilà. Prenons exemple. Si bien Y, c'est pantalon. Et si bien X, c'est chemise. Si vous préférez chemise que pantalon, on bon exemple, pour nous comprendre. Un pantalon vend 5 gouttes. Et puis, une chemise vend X, par exemple. Une chemise vend 10 gouttes. Voilà. Une chemise vend 10 gouttes. Et puis, un pantalon, lui-même, il vend 5 gouttes. Même préféré chemise que pantalon. Et bien, qui ça me doit faire combien? À combien de pantalons je dois renoncer pour avoir une chemise? Et bien, me fait rapport là. Rapport là égal à combien? C'est X, qui c'est variation de X sur variation de Y. Voilà.
Eh bien, variation de x c'est combien lié? C'est 10. Eh bien, variation de y c'est combien lié? C'est 5. Ça baille 2. 2 avait dit comme ça. Eh bien, il faut renoncer à 2 pantalons, 2 fois 5, 10, pour avoir une chemise qui coûte 10 gouttes. Mais c'est ce qu'on entend par le taux marginalisation de substitution. Le taux de marginalisation de substitution, de substitution est égal à rapport de x par rapport à y. Ça qui est au noir, c'est ça m'a renoncé, et ça qu'on numérateur là, c'est ça m'a préféré. Dans ce cas, on parle de préférence. De préférence, la notion de marginalisation, eh bien, il parlait de référence. Maintenant, c'est le rapport entre ces deux éléments et on a la variation d'éléments par rapport à d'autres variations. Donc, la formule TMS de substitution X par rapport à Y, ça vous donne égal à moins variation d'Y sur variation de X. Variation d'Y sur variation de Y. Variation d'Y sur variation de X, eh bien, TMS, selon la formule, c'est dérivé de la fonction d'utilité par rapport à Y, à dérivé de X, sur dérivé de la fonction d'utilité par rapport à dérivé Y. Là, c'est une notion mathématique. C'est le rapport de deux dérivés, c'est le même qui va le bail, taux de marginalisation. Là, il y a moins parce que taux de marginalisation de substitution, c'est la pente d'une fonction décroissante parce que c'est décroissante. Eh bien, voilà l'utilité marginale, l'utilité marginale d'un bien est toujours décroissante parce que la bien une pente négative. La bien une pente négative et la toujours bas ou valeur. C'est ça, qui s'allie là, ça vous donne UM de X sur UM de Y. Eh bien, UM de X signifie ça, unité marginale de X sur unité marginale de Y. C'est-à-dire, l'aime besoin TMS. Eh bien, là-bas, c'est moins unité marginale de X, de bien X, sur unité marginale de Y. Rapport, ça veut faire me sentir, combien de biens d'Y je dois céder, eh bien, pour avoir une unité de bien X. Ça relève taux marginal de substitution de qui ça? De X par rapport à Y. Voilà. Ça, c'est une notion théorique qu'on voit maintenant. On a énuméré pour vous 5 notions de base. Premièrement, on a parlé de notion de préférence. On a expliqué c'est ce qu'on entend par notion de préférence. On a parlé de préférence, relation stricte, c'est-à-dire le consommateur préfère d'un panier de biens par rapport à un autre bien. Symbole là, eh bien, il va l'autre que maintenant anti-anglais comme si c'est supérieur, strictement supérieur. Maintenant, il y a la relation qu'on appelle bien différent, eh bien, le consommateur est dans l'embarras du choix. C'est-à-dire que n'importe lequel de panier, eh bien, peut procurer le même degré de satisfaction. Et troisième situation, c'est supérieur ou égal, c'est-à-dire que bon légèrement préférence pour un bien, mais pourtant pas qu'à laisser l'autre bien. Nous devons prendre tous les deux. Mais quand même, il y a un plus préféré par rapport à l'autre. Nous sommes bel exemple que nous prenons. Nous avons dit que nous avons posé une question entre l'amour et l'argent qui sauve, eh bien, ou tu dois dire l'amour, mais on va dire l'amour va pas vivre sans l'argent. Ou tu dois dire l'argent, on doit dire l'argent sans l'amour pas bon. Et comme si une va pas bon. Mais entre deux, il y a quand même consommateurs qui ont une légère préférence, soit pour l'amour, soit pour l'argent. Là, symbole ça, c'est strictement supérieur ou égal, c'est-à-dire que entre deux approches. Deuxième notion que nous avons, notion de rationalité. La rationalité, nous avons 3 types de rationalité. Nous avons la rationalité de totalité, c'est-à-dire qu'il faut comparer deux biens, on va faire un choix éclairé et avisé qui va le degré de satisfaction. Nous avons ça qui est une rationalité réflexive. Eh bien, réflexive, ça veut dire que nous n'avons pas d'autre choix. Son seul bien mien. Eh bien, et bien ça gagne, c'est lui-même qui a satisfait besoin, même s'il va satisfaire le total, on est obligé d'apprécier parce que c'est lui-même. Dans ce cas, nous parlons de monopole du marché.
Et en troisième lieu, nous parler de bien la rationalité au niveau de réflexibilité ou bien de transitivité. Transitivité, ça veut dire que si on a trois paniers de biens, A, 2, B et puis 3, C, eh bien, c'est-à-dire que A légèrement préféré à B et B légèrement préféré à C, par transitivité, A légèrement préféré à C. Voilà. On a parlé également de la notion d'utilité. Notion d'utilité veut dire même degré de satisfaction. Là, directement, nous, non, A sensiblement égal à B. Panier de B est égal à panier de A. Dans ce cas, nous parlons de notion d'utilité. Notion d'utilité, si le bien est bien les supérieur au niveau de degré, utilité bien ça à supérieur. Ça veut dire qu'on va disposer plus de degré de satisfaction sur procurer plus de bien ça par rapport avec l'autre bien. Et quatrième élément, on a parlé de notion de courbe là, et de cadre d'indifférence. Eh bien, courbe de cadre d'indifférence, bien au normal. Et des bouts dans l'indifférence, c'est ça veut dire, ou dans l'embarras du choix, soit A, soit B, vous procurez le même degré de satisfaction. Et bien, dans le cadre normal, soit A, soit B, vous avez ça, coupe 0. Mais si je décide de légèrement préférer A par rapport avec B, automatiquement, coupe d'indifférence de utilité de A, là, au-dessus de coupe normale, qui c'est intermédiaire là, connecté à égalité, et automatiquement, coupe d'utilité de B, là, au-dessous de normal là, parce que, mais négliger en partie de B pour être capable de satisfaire au plus haut niveau de A. Et enfin, on a parlé de notion de marginalisation de substitution, et c'est ça qui nous tableau là. Nous dit, depuis nous parler de marginalisation de substitution, c'est que ça nous, c'est la préférence d'un bien au détriment d'un autre bien dans un même panier qui procure le même degré de satisfaction. Et on a deux paniers de biens, eh bien, une les X, une les Y, eh bien, on a calculé le taux marginal de substitution, eh bien, de X par rapport à Y, ça veut dire ça. Combien de biens dans le panier d'Y qu'on doit renoncer, eh bien, pour augmenter la quantité de biens préférés en X. Et là, ça, on parlait de taux de marginalisation, ou bien taux marginal de substitution. La formule, c'est simple, eh bien, c'est unité marginale de X ou unité marginale de Y. Comment trouver une unité marginale de X? C'est le rapport de la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à X. C'est-à-dire, m'a dérivé la fonction d'utilité par rapport à X, pour pouvoir rester seulement Y en l'air, et nous la variation d'Y. Et puis, m'bral dérivé de la fonction d'utilité par rapport à Y, les ça va rester X. Eh bien, si va rester X, ça veut dire qui ça? C'est variation de Y sous variation de X. En d'autres termes, la variation de Y, la unité marginale de X, et la variation de Y, la unité marginale. Là, c'est théorie, mathématiquement, nous beaucoup, ouais, mais dans la pratique, lorsque nous allons commencer à faire exercice, nous allons voir comment nous allons calculer les dérivés de cette fonction par rapport à X et par rapport à Y, pour déterminer ça nous arrive le taux marginal de substitution. OK. Maintenant, pour cette première partie au niveau de cours microéconomie, maintenant, on a vu pas mal de choses aujourd'hui dans cette séance. On a tenté de définir pour vous les deux branches de l'économie. C'est macroéconomie et microéconomie. On a expliqué dans quelle partie de l'économie macroéconomie s'intéresse au niveau de grands agrégats économiques comme l'emploi, le chômage, l'inflation, la production, la croissance, le développement, etc. La monnaie également. Ça, c'est au niveau de macroéconomie qui s'accentue sur des agrégats. Mais pour nous, dans notre cas, dans le cours de microéconomie, on a tenté de définir la microéconomie. On dit la microéconomie est une branche de l'économie qui s'intéresse au comportement des agents économiques, ainsi que leur choix au niveau de qui ça? Au niveau de consommation et au niveau de production, en tenant compte des prix et des marchés. Voilà, c'est ce qu'on entend par une définition au niveau de microéconomie. Maintenant, au niveau de microéconomie, on a parlé des agents économiques. Et les agents économiques, ce sont ceux qui s'affrontent régulièrement sur un marché afin de satisfaire leurs besoins. On a dit que les différents types d'agents économiques, on a parlé des individus, on a parlé de ménages,
on a parlé de foyers économiques comme ménage, on a parlé des entreprises, on a parlé de l'État, des institutions non financières, des institutions financières et le reste du monde. Il fait partie de microéconomie, surtout pour le marché et des biens et services internes et externes, importation et exportation. Ça, c'est microéconomie. C'est-à-dire que on constate que la microéconomie est la base bien fondamentale de toute activité économique parce qu'il existe une interaction entre les différents agents économiques. Une fois définir et dire clairement c'est ce qu'on entend par microéconomie, eh bien, on rentre dans un chapitre qu'on appelle la consommation. Consommation ou bien le comportement du consommateur. En d'autres termes, plusieurs ouvrages font des appellations différentes. Mais c'est la même chose. Consommation. Consommation, consommateur. Consommateur, consommation, c'est la destruction des biens et des services pour satisfaire les besoins. Quand on parle de consommation. Par exemple, consommer la nourriture, c'est détruire la nourriture, éliminer la nourriture pour donner de l'énergie au corps. C'est extrêmement important. Maintenant, on a parlé de différents types de consommateurs également. On a parlé de consommateurs réels. On va faire la différence pour vous entre consommateur réel. Eh bien, c'est celui qui, normalement, a un besoin et ayant la capacité de procurer ou bien de payer les services et les biens pour satisfaire les besoins. Consommateur réel. On a parlé également de consommateur potentiel. Eh bien, consommateur a un besoin, mais pourtant, eh bien, il y a un manquement. Un manquement qui l'empêche de satisfaire totalement ce besoin. Eh bien, dans ce cas, on parle d'un enfant qui a besoin d'un ballon. Eh bien, cet enfant-là a appelé son parent ou ses parents pour dire que, eh bien, j'aimerais avoir un ballon. Maintenant, le père qui achète le ballon n'est pas le consommateur réel. Maintenant, le consommateur potentiel, eh bien, c'est celui à qui, eh bien, qui demande le ballon, mais pourtant, il n'avait pas l'argent pour en acheter. On a parlé également de consommateur dépendant. Consommateur dépendant, maintenant, le consommateur a un besoin, mais pourtant, ce consommateur dépend, eh bien, de notre consommateur ou bien de notre agent pouvant lui permettre de procurer l'argent pour en acheter. Par exemple, une mère qui achète, eh bien, de lait pour son bébé. Eh bien, normalement, le bébé est le consommateur dépendant parce que le bébé à lui seul ne peut pas procurer le lait. Eh bien, le bébé dépend de, eh bien, du revenu de sa mère ou bien de son père. Eh bien, c'est un consommateur dépendant. Et on a parlé de consommateur intermédiaire. Eh bien, consommateur intermédiaire, eh bien, avec le mot intermédiaire, eh bien, généralement, ce sont des entreprises qui achètent des biens et des services sous forme de matières premières en vue de les transformer en produits finis. Nous avons pris comme exemple, par exemple, eh bien, une entreprise qui fabrique des meubles, eh bien, ces entreprises-là, eh bien, achètent bois, clous, vernis, etc. Maintenant, c'est pas pour la consommation finale de l'entreprise, c'est pour fabriquer un meuble. Eh bien, si c'est pour fabriquer un meuble, eh bien, normalement, eh bien, ces achats-là constituent comme des consommateurs intermédiaires. Le consommateur final, eh bien, appartient à la personne qui va acheter même en question pour satisfaction personnelle. OK? Autant d'éléments que possible, on parle de différents types au niveau de consommateurs et utilisés. On note, tout agent économique est un consommateur. Pourquoi? Parce qu'il n'existe jamais un agent économique qui peut procurer tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire que, eh bien, chaque agent économique, eh bien, est un consommateur. Et quelle caractéristique de consommateur? Eh bien, on dit que le consommateur, c'est quelqu'un qui dispose son argent pour acquérir des biens et services pour sa satisfaction. Ah oui, c'est ce qu'on entend par consommateur. Maintenant, à côté de ces éléments, eh bien, on vient avec les notions. On a parlé des notions de préférence, de choix, de goût, de degré de satisfaction. On a parlé de notions de rationalité,
C'est-à-dire, les acheteurs sont plus avisés, sont plus rationnels maintenant. C'est-à-dire que vous ne pas acheter sous coup de tête. Eh bien, dans la donne, vous va regarder pour voir, est-ce qu'ils font l'axiome de totalité? Est-ce qu'ils font axiome de réflexibilité? Est-ce qu'ils font un axiome de transitivité? Autant d'éléments que possible. On a parlé de notion d'utilité également. Notion d'utilité, de degré de satisfaction. On a parlé de notion d'indifférence et de carte d'indifférence. Et on a parlé de notion de taux de margination, de taux marginal de substitution. Autant d'éléments. Maintenant, pour cette séance, on va boucler sur les 5 points de notion. Maintenant, il nous reste une notion à part entière qu'on va beaucoup plus utiliser au niveau de ce chapitre. Eh bien, c'est la notion de contrainte budgétaire. C'est ça veut dire. Consommateur, il voulait procurer bien, mais il a un revenu. Revenu qui a limité le degré de satisfaction. Parce que quand il est comme les gagnants, pour procurer une totale satisfaction. Et ça, une contrainte budgétaire. À ce niveau-là, il faut comparer l'équation d'utilité de cette fonction par rapport à la contrainte budgétaire pour déterminer un certain équilibre pour la satisfaction du consommateur, et bien par rapport à la contrainte budgétaire. Cette notion, bien sûr, dans la prochaine séance, on va commencer automatiquement avec la notion de contrainte budgétaire. C'est tout pour cette séance. Maintenant, il faut bien examiner. OK? Lire les documents, les feuillets, c'est extrêmement important. Maintenant, les notes au tableau, il faut noter dans vos cahiers comme si on est présentiel. OK? Eh bien, on reste dans cette séance-là. Bien, pour la nouvelle séance ou bien deuxième séance par rapport à ce cours de microéconomie. D'accord.